par la dernière ligne, parce qu'en gros, finalement, qu'on ait un patron de profil leadership destructeur ou de leadership constructif, je dois dire que, bon, ça dépend des échantillons, mais il n'y a pas une différence terrible. Donc, quelle conclusion faut-il en tirer, votre honneur? Ça sera pour vous aussi. Il y a des... Ah, c'est moins 20, 22, pardon, j'avais dit moins 20. Bon, alors ça va. Ça va pour ça? Ça va, oui. C'était le tiret, tu vois. Ok, on peut passer. Tant mieux. Mais c'est qu'on a fait subversif. Ah. On peut passer. Ok, alors on passe au suivant, pardon. Alors, ben ça, c'est... On prend notre échantillon d'infirmières. On a regardé les principaux énoncés qui les affectaient beaucoup. Donc, diminue, dévalorise ses employés. À l'occasion, 26%, jamais 66%. Eux, ils disaient, jamais ma direction fait ça. Et pour le reste, là, ça veut dire qu'à peu près 30%, 40% des gens disent qu'on est affecté par ça. Exagère l'importance des erreurs, des faiblesses. On a, encore une fois, on a 594 sur 907 qui disent que le leader négatif exagère l'importance et les faiblesses de ses employés. Puis critique sévèrement ses employés qui font des erreurs. Ben, on a encore une fois à jamais 58%, et ben, on arrive à l'occasion, puis régulièrement, 34 et 8%. C'est très difficile d'avoir une réalité, bien souvent, quand on arrive dans le négatif comme ça, parce que c'est tabou. Quand on expérimente dans le milieu, qu'on a de la misère, de la difficulté à expérimenter, souvent les entreprises ou des hôpitaux vont être d'accord. Quand on leur montre le questionnaire, ils disent, ici, ça ne se passe pas comme ça. Ça se peut pas, ça n'existe pas. Alors, donc, probablement, ça arrive plus souvent, ces comportements-là, que ce qu'on a pu observer. C'est... 5 minutes et on passe aux questions? Oui, OK. Bon, on peut passer sur cela. On peut passer sur cela. Donc, c'est toutes les questions, oui. Mais il faudrait y reste encore. Il en reste encore d'autres, là. Et voilà. Ah, OK. Je pensais qu'il y en avait d'autres. Bon, on passe aux questions. OK. Ça ne nous empêchera pas de revenir. Merci Hugues, merci en plus d'avoir centré les choses sur les métiers de santé, de soins et hospitaliers, parce que on est aussi proche et adossé une faculté de ce côté-là. Alors maintenant, voilà, vos regards complémentaires, un peu vos questions, que ce soit là-dessus ou autre chose, vous savez la vieille plaisanterie, hein, vous avez le droit de poser une question et puis on a le droit de répondre à autre chose. Donc vous pouvez tout à fait, globalement, tout à fait le faire. Je disais, mes questions, la première, c'est que par rapport à ça, on voit bien ce que sont les risques. Eh bien, ce que sont les risques d'un management toxique qui, globalement, est là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de l'autre côté pour, finalement, pour inciter à peut-être avoir un management plus positif? Qu'est-ce que vous avez pu observer aussi? Et notamment, je pense à cette fameuse question là en ce moment sur la transformation. Ouf! Tout le monde était dans une douce pénombre, à somnoler, et puis d'un seul coup, crac, il attrape ça. Non, mais c'était pour la réveiller, non? Mais ça marche, ça marche. Un tout petit peu moins là. Vous avez les moyens de vous faire. Bah non, voilà. Mais ici c'est la nounou, c'est le fromage au dessert. Hein. Il n'y a pas de. On peut pas. Bon, voilà. Question, attendez, moi je vais descendre. C'est là où en général on se fait un croche-patte. Et donc voilà, ma première question, Luc, c'est qu'on voit bien ce que tu as analysé et qui va beaucoup dans le sens du management toxique, des risques des différents leaderships des structures. A contrario, et notamment dans l'univers hospitalier que tu connais, comment tu vois, à la limite, aux différents échelons, puisque c'est toujours finalement le management dit intermédiaire qui en prend un peu, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on détecte? Parce que je veux bien aussi, là, pour vous aussi, les questions, c'est deux choses, c'est à la fois du côté RH, comment est-ce qu'on fait pour identifier ça,
peut-être l'utiliser quand c'est nécessaire, et après, éventuellement, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la seule solution, c'est la porte? C'est dans ce que l'une des questions que tu fais. Ou qu'est-ce qu'on peut faire par le coaching? Un peu vos réactions à vous de ce que vous observez, ou les questions que vous vous posez. Et puis, à toi déjà le micro sur la première réponse, comment est-ce qu'on peut positiver. Qui a envie de prendre la parole? Que je sache où promener mon micro après. Je vais passer rapidement sur les différents types de leadership destructeur, non, parce qu'on avait peu de temps. Le pire que vous pouvez rencontrer dans votre milieu de travail, c'est le psychopathe. Le psychopathe, 4% des gestionnaires sont psychopathes, contre 1% dans la réalité. C'est 4% parce qu'ils aiment le pouvoir, ils aiment grimper dans la hiérarchie. Ce sont des gens qui sont menteurs. Ils inventent des réalités puis ils tiennent loyalement. C'est des gens qui n'ont aucun savoir-vivre. Alors ils peuvent vous démolir très facilement. C'est des gens dont ils ne sont jamais responsables, c'est jamais leur faute. C'est pour la faute de l'autre. Alors si vous comment je dis ça, non? Si vous les côtoyer et si vous avez tendance à les prendre en défaut, vous serez toujours perdant. Ces gens-là, vraiment, là, et on appelle ça des sous-cliniques. Ils ne vous tireront pas du jour au lendemain avec un fusil. Alors, comparativement aux psychopathes cliniques, parce que c'est ça, il y a plus de chances de rencontrer un psychopathe dans la vie qu'à l'hôpital ou en prison. Ça, on en a plein. Et surtout, dans les grandes institutions, vous allez en avoir de ces gens-là. Puis les comportements, ça fait partie des énoncés qu'on a vus tantôt, là. Manque de respect, manque de soutien, toujours vous blâmer. Même, ils vont vous blâmer pour ce qu'ils pensent que vous pensez. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Je pense que tu as eu ça par rapport à moi, cette pensée-là. Ben non. Alors, donc, c'est une déformation, c'est une déformation de la réalité. Donc, il y a d'autres. J'ai juste des questions pour vous. Oui. Alors attendez, il faut que je vous apporte le micro. Et il faudra, pardon, que vous parliez assez fort, sinon c'est moi qui me ferai engueuler. Je pense pas. Tu tires dessus, voilà, tu tires dessus. Est-ce que vous pouvez être gentil de venir, excusez-moi, parce que j'ai un fil qui est moyennement long. Bah, allez-y. Il est moyennement long, je peux pas descendre. J'ai pas le bras assez long. Bon alors, allons-y debout, et puis on va essayer debout. Je peux pas vous l'apporter, je suis désolé. On vous écoute comme ça, allez-y. Oui, donc entreprise Bigard avec secours. Ouais. Non, j'ai une question. Je voudrais savoir si les leaders qui sont apparentés toxiques peuvent avoir conscience de l'être, et du coup faire sciemment mal ou manager de manière négative, ou est-ce que ça peut être une façon d'être en réaction à certaines choses? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on peut ranger les gens dans des catégories, ou est-ce que voilà, c'est très... Est-ce que c'est mutable? Est-ce que c'est changeable? Est-ce que c'est positivable? Ou est-ce que c'est un trait de personnalité profond, si on peut dire? C'est un peu ça votre question? Et aussi, surtout, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de nuire? En fait, on peut avoir un management toxique sans le vouloir. Est-ce que ça peut être ça aussi? Est-ce que ça peut être finalement conjoncturel aussi? Conjoncturel ou lié à un environnement? Paul, ton sentiment? C'est que ça fait partie de traits de caractère. On peut changer les comportements, mais on ne change pas personne. Puis ça revient tôt ou tard. Donc, un mode de fonctionnement. Est-ce qu'on peut y former? Les résultats démontrent que non. Le coaching, il faudrait les envoyer en psychothérapie pendant une couple d'années, même à ça. C'est des gens qui ont des traits de caractère, qui sont comme ça. Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Non, pas nécessairement, parce que c'est pas eux qui sont coupables, c'est pas eux qui sont... c'est ça qui aurait eu le problème. C'est vous qui avez le problème. Alors ça, c'est toujours ça avec ces gens-là. Quand on discute avec eux, c'est jamais de leur faute. Ou ils ont été mal compris. Ça, ils peuvent vous sortir ça. À un moment donné, ils ont peut-être été trop loin dans des jurons qui ont crié après vous ou quoi que ce soit. Mais là, non, on m'avait mal compris.
C'est pas ça que je voulais dire. Là, c'est peut-être pas ça que vous voulez dire, mais vous le dites souvent. Ah, donc, mais ils ne s'en rendent pas compte. Puis on a regardé les formations qui étaient données à ces gens-là. Ça ne change pas grand-chose. Il y en a qui sont. C'est une question de degré, hein? Il y en a qui sont juste peut-être un peu. Il suffit qu'il y ait beaucoup de tension où là, il dérape. Puis là, après ça, ils reviennent et ils vont toujours être sur la ligne. Alors, mais c'est très difficile. Ouais. Oui. La question de Camerofi à gueule d'Adrien. J'aurais deux questions. C'est est-ce que je voudrais que vous reveniez sur cette idée que certaines organisations, notamment les grandes organisations, fabriquent-elles ou favorisent-elles l'accès au poste de direction de ces profils-là? Et la deuxième question, c'est sur le recrutement. Alors, vous aviez commencé à l'évoquer sur les tests de personnalité qui sont très à la mode. Vous avez commencé à expliquer, j'aimerais que vous alliez plus loin. Est-ce qu'on peut identifier, parce que c'est peut-être le bon moment, identifier ces profils-là pour éviter qu'ils rentrent dans les organisations? Est-ce que ça fonctionne? Bon, il y a des organisations qui ont des processus de sélection sérieux. Ils ont beaucoup moins, quand on regarde la documentation, de problèmes, d'individus problématiques. Ça, c'est un fait. Parce qu'il y a moyen de diagnostiquer ces phénomènes-là. Sauf, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont capables de jouer les questionnaires. Alors, c'est pour ça que, suite à des tests psychométriques, c'est bon de voir la personne en entrevue. On va voir. Un individu qui a des tendances, faut dire, machiavéliques, narcissiques ou même psychopathiques, a tendance, à un moment donné, à se fourvoyer dans ses mensonges. Ça, quand on les interroge, à un moment donné, on se dit, mais oui, vous m'avez dit non tout à l'heure. Ah, j'en ai dit ça. Ah. Donc, on fait attention avec ces gens-là. Mais oui, il y a moyen de prévenir avec une sélection qui est rigoureuse. Les psychopathes, ce que j'ai vu, moi, c'est qu'ils vont avoir tendance à contourner toute forme d'évaluation pour la sélection. Puis ils sont très habiles là-dedans, ils vont dire hey, écoutez, moi j'ai rencontré votre supérieur à vous, là, il m'a dit que j'étais correct, je n'ai pas besoin de passer ça. Ils ont peur, parce qu'ils savent quoi se faire prendre. Alors, ils vont réussir à rentrer, bien sûr, dans l'organisation par un phénomène de réseautage. Donc, de gens qu'ils ont cru et qui vont faire en sorte qu'ils vont entrer. Même chose pour les narcissiques. Les narcissiques donnent toujours une image de gagnant-gagnant. Ils ont toujours gagné dans ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des grandes choses au travail. Alors que bien souvent, ce qu'ils rapportent, c'est ce que les employés ont fait pour eux. Donc, ils volent la performance des employés. Moi, ce qui me frappe, c'est... Ah, ok, quelqu'un là-haut. Allez-y. C'est vous qui avez priorité. Donc, allez-y. Vous parlez fort. Je vais faire ce que je peux. François, du coup, je suis infirmier à Amazon. Et en fait, ma question, c'est apparemment, on ne change pas les traits de personnalité. Donc, du coup, on en fait quoi? Les gens, est-ce qu'ils s'aperçoivent déjà s'ils sont tyranniques, toxiques? Est-ce que les gens, si le manager toxique, est-ce qu'ils s'en aperçoivent? Et du coup, peu importe, et après, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quoi? On est chez eux, On essaie de ne pas les faire entrer dans l'organisation. Ça, c'est comme la population générale. Dites-vous, quand vous marchez sur un trottoir bondé de gens, que les organisations, c'est un échantillon de ces gens-là qui sont dans le milieu. Il y a des gens qui sont bien adaptés, d'autres non. Et l'important, c'est de faire en sorte de ne pas recevoir les gens qui sont les adaptés. Changer de personne, pour les parler à si vous avez des collègues en psychothérapie, tout ça, vous allez voir, on peut les aider à changer certains comportements, mais la personne ne change pas. Quand on va avoir trop de pression, trop de stress, c'est les comportements nuisibles qui vont réapparaître. Alors, mais ça, c'est toujours une question de degré. Vous avez des psychopathes très profonds, vous en avez moins. Ceux qui sont moins, bien, ils vont peut-être faire des petites crises de toxicité quand ils ont un peu de stress. Mais ceux qui sont beaucoup, de toute façon, ceux qui sont beaucoup ne voudront pas être sélectionnés, ne voudront pas passer de test. Ils vont avoir tendance à vouloir contourner. Le pire, c'est les narcissiques. Les narcissiques, eux, ils ont tendance à se vendre tellement bien auprès de la haute direction, parlent de leur réussite, même s'ils ne sont pas vrais.
Et puis, donc, il y en a qui vont acheter ça, ils vont les considérer comme ça. Ils ont changé un hôpital dans leur expérience passée. Ils ont amené du changement partout, alors que c'est peut-être pour vrai. Oui. Est-ce qu'il y en a qui se sont aperçus, du coup, quand vous avez fait vos enquêtes, est-ce qu'à un moment donné, il y a des managers qui se sont dit, mais je suis ce manager toxique? Et est-ce qu'il y a une révélation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a déni ou il y a confrontation à la réalité? Il y a du déni. J'en ai jamais vu qui ont reçu le Saint-Esprit tout d'un coup, suite à une formation. Non, il y a beaucoup de déni parce que les gens n'aiment pas ça, être pris en défaut, puis exprimer leurs défauts. Alors, c'est très difficile de changer ça. On s'est aperçu, nous, que plutôt que d'intervenir en formation, parce qu'on a regardé aussi, il n'y a pas beaucoup de formations en leadership qui est réellement évaluée dans le sens scientifique. Alors, donc, on ne peut jamais savoir ce que c'est, mais on s'est aperçu qu'ils vont participer à des sessions de formation, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce qu'ils sont capables de justifier pourquoi est-ce qu'on prend. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va? Mon président, les présidents, ça a toujours raison. Le droit au micro, par principe. Luc, je me pose une question qui est de savoir si le management dépend de la hiérarchie, des patrons, si on peut, mais dépend pas aussi des équipes. C'est-à-dire que vous avez le management tyrannique, vous avez des managements toxiques de différents types, et vous avez aussi le bon management, et de même, vous avez des bonnes équipes ou des mauvaises équipes. Vous avez une équipe dont on dit, ça, ce sont des bandits, ça, ce sont des lions, ça, ce sont des moutons. Il y a un caractère général qui se crée dans l'équipe. Est-ce qu'il n'y a pas une analyse aussi d'interférence entre les deux questions, la question des positions du management et la question des positionnements des équipes, avec les deux qui peuvent s'adapter? Le problème essentiel étant le problème du manager de l'équipe de football. Il y a une équipe de football, elle a ses caractéristiques et on lui met un entraîneur. L'entraîneur, le bon entraîneur pour avoir une bonne équipe, c'est une conjonction des qualités ou des défauts des deux. Donc, un appel à question sur le rôle de l'autre versant du côté des équipes. Et de la relation entre j'aimerais bien avoir vos opinions, là, vous voyez là-dessus, entre entraîneur et le capitaine de l'équipe. Comment ça se passe? Ton opinion, et puis vous, si vous voulez bien, j'ai bien envie d'avoir vos réactions aussi les uns les autres. Okay. Vas-y, Luc. Donc, première chose, avant de passer au niveau personnel, du personnel, je dirais que les gestionnaires, les administrateurs dans une organisation, comme disait Michel Crozier, c'est comme des lapins qui se produisent entre eux. Ils ont tendance à embaucher des gens qui sont comme eux. Maintenant, est-ce que le personnel peut amener effectivement des comportements comme ça? S'il y avait des comportements chez les gestionnaires qui deviennent du leadership toxique, c'est que ces gens-là avaient en eux déjà des traits de personnalité qui étaient près de ça. Ça me fait penser, bon, on connaît le hockey au Québec et au Canada. Quand une équipe perd, on dit on va changer le coach. Ben, quand même, l'équipe, il faut qu'ils n'ont pas changé les employés à la place. Certains cas. Donc, alors, si effectivement on a un gestionnaire qui devient toxique parce qu'il y a une mauvaise équipe, ben, il y avait probablement en lui ou en elle des traits de toxicité qui sont sortis. Alors, c'est quelque chose, c'est compliqué. Effectivement, regardez ça, oui. Merci aux uns aux autres et aussi de vos questions, mais c'est vrai que les choses se compliquent avec finalement le changement auquel on est tous poussés, tous obligés et coincés d'aller, et où on voit effectivement de temps en temps les RH, alors s'il y en a certains parmi vous, j'aimerais bien aussi qui s'expriment, mais on voit aussi les RH à choisir certains profils dits, ce que tu appelles transformationnels, finalement pour faire bouger, j'allais dire, de notre force des équipes, parce que l'obligation de performance, quelle qu'elle soit, elle n'est pas même dans le secteur public et dans le secteur privé, mais elle est quand même globalement, elle est là et interprétée aussi diversement. Paul, tu veux bien donner un peu ton opinion là-dessus?
là-dessus, pardon de t'interpeller direct, et puis après Frédéric, je vois le temps qui tourne, et peut-être que, voilà. Tu veux le micro, tu veux venir le prendre là? C'est plus, si je peux me permettre, le micro c'est plus pratique après pour nous, parce que sinon on a du mal à les capter. Il y aura le replay la semaine prochaine. Hein. Merci Paul. Je suis en bout de ligne. Oui. Voilà, vous avez beaucoup posé la question de l'individu, de sa personnalité. Il y a aussi le management, les directives managériales. Et la question que je me pose, est-ce que l'individu n'est pas parfois broyé par le contexte, par la productivité, qui fait qu'il va adopter une attitude managériale, des comportements qui sont ceux qui sont voulus par sa direction, peut-être justement parce que ça fait référence aussi à quelques éléments très personnels, très profonds de lui-même, mais qu'on lui demande des comptes, qu'on lui demande des résultats, qu'on lui demande que son équipe travaille, qu'on lui demande de licencier telle et telle personne. Et donc, la question que je me pose, c'est quel est le rôle entre l'individu, enfin la part de responsabilité de l'individu et la part de la responsabilité de l'organisation. Ça, c'est la première question. Et par rapport à vos questionnaires, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est testé? Est-ce que c'est la réalité objective, qui est très difficile à définir, ou est-ce que c'est la perception, la subjectivité, la réalité subjective, qui pour moi est plus importante que la réalité, mais qui est bien entendu soumise à beaucoup de biais, et un individu va considérer que son supérieur est toxique, alors que l'autre considérera que c'est la stricte normalité d'un comportement, parce que c'est le chef et parce qu'il y a des règles, etc. Et puis peut-être dernière question, est-ce qu'il n'y a pas aussi des évolutions dans les traditions managériales ou dans la culture des individus, c'est-à-dire que au début du XXe siècle, on acceptait des choses qu'on n'a plus acceptées à la fin du XXe siècle et qu'on n'accepte pas aujourd'hui. Et donc la notion de toxicité, elle a probablement aussi pas mal changé. Voilà les quelques réflexions que je voulais poser. Attends. Micro, merci Paul, super. On a observé effectivement qu'il y a des différences au niveau de la résistance ou de la définition qu'on va donner de toxicité. Dans certaines organisations, il y a des traits culturels très importants. Si vous avez en Amérique du Sud, le machisme est très important chez un gestionnaire. Puis le machisme, bien souvent, ça peut avoir l'air assez dur. Alors, les employés vont accepter ça. Il y a des employés, il y a toujours des gens qui vont accepter certains types de comportements, d'autres non. À partir du moment où ceux qui ne l'acceptent pas et que ça touche à leur santé psychologique, il y a un problème. Et il y a des gens qui vont être d'accord avec des narcissiques. Bien souvent, il y a des personnes qui vont, face à un leader narcissique qui a toujours tendance à se montrer supérieur à tout le monde, qui vont être... moi j'aime bien ça, donc ils vont adorer cette personne-là. Et puis qui vont suivre ça, tandis qu'il y en a d'autres qui vont dire, ben non, ça n'a pas de bon sens. Et on a toujours, je vous donne parfaitement les autres, il y en a des gens chez qui le comportement du gestionnaire va être perçu de façon négative et d'autres positive. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a souvent moins qui perçoivent ça de façon positive que de façon négative. Il y en a qui vont faire ça. On a remarqué des gens qui sont désengagés au travail, et puis ça ne leur dérange pas qu'on ne demande pas leur opinion sur les tâches, qui ne sont pas consultés, ça ne les dérange pas, ils ne veulent pas être consultés. Alors donc, ces gens-là, face à quelqu'un qui est très, très autoritaire, je vais aimer ça, ils vont dire, dis quoi faire, je le fais. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci Paul, parce que c'est vraiment la question, l'une des questions de fond, c'est cette question de la perception et des évolutions sociétales. Alors il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais que j'aimerais bien un jour, Frédéric, qu'on reprenne là-dessus. On avait justement avec Luc et d'autres des conférences là-dessus, c'est l'évolution juridique et judiciaire et toute l'évolution de la jurisprudence de ce côté-là, qui est en train d'évoluer, mais de façon à la vitesse absolument grand V. Juste deux mots là-dessus, autour notamment de la notion de harcèlement.
Donc alors c'est à la fois le harcèlement sexuel, sexiste du côté principalement les femmes, mais il n'y a pas que, et du côté du harcèlement moral, et qui là est en train de changer, mais alors complètement en 15 ans. Puisque vous savez qu'on est passé globalement de ce qu'était une obligation de résultat qui était finalement assez flou il y a 15 ans, à maintenant une obligation de moyens renforcés. Et en matière de harcèlement, sur les 3 niveaux, maintenant on a juridiquement, et la jurisprudence a basculé notamment cet été, on a 3 niveaux de harcèlement. Vous avez le harcèlement, j'allais dire classique, individuel, de personne à personne, et qui en règle générale se fait de façon descendante dans la chaîne hiérarchique, mais pas que. Vous avez effectivement le harcèlement managérial qui là va caractériser non seulement un comportement de personne à personne, mais vraiment j'allais dire d'attitude, voire d'outils de fonctionnement, l'outil c'est difficile à dire, mais de fonctionnement managérial d'une entité ou d'un groupe d'entités. Mais vous avez, et donc ça a été retenu cet été en fait par la Cour de casse, qui est le harcèlement institutionnel. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est toutes les suites des affaires France Télécom, et où maintenant c'est non seulement un mode de management, mais une institution qui peut être responsable de ça. Et à la différence, si je peux me permettre, de ce que disait Lux, cette fois-ci on était sur les comportements personnels ou les attitudes de personnes et de managers, et où là, la grande différence, c'est que le harcèlement peut être reconnu même s'il n'est pas volontaire. Et donc là, il y a notamment sur tout ce qui est la chaîne des acteurs, c'est-à-dire une direction générale, mais aussi des managers, voire des managers opérationnels, qui peuvent être reconnus à la fois, j'allais dire, civilement, et donc en termes de dédommagement derrière, mais aussi pénalement, autant de dédommagements. Et ça, je trouve que ça vaudrait le coup. Je ne sais pas si vous avez les uns les autres ton copain, je ne me souviens plus comment il s'appelait, qui est prof de droit, pardon, globalement sur ces questions-là. Je trouve que ça vaudrait vraiment le coup, parce que là, ça a énormément changé en 2-3 ans, là, de façon très très forte. Et on a, en gros, ce qui est quand même, c'est ce que c'est, mais c'est quand même regarder ce qu'est l'attitude du juge, et l'attitude du juge a complètement changé. Et donc maintenant, elle regarde, dans les obligations de moyens renforcées, elle regarde tout ce qui a été consigné ou témoigné, donc globalement de l'importance des témoignages sur un management harcelant ou un management, j'allais dire, positif. Et ça, ça a changé récemment, donc la jurisprudence va être à suivre de façon très importante, et on est là complètement dans ce que disait, toujours de façon très diplomate, à quelques années de distance, je te reconnais bien là, ce que disait Paul de Souza, c'est que l'ambiance, le contexte culturel et le contexte sociétal globalement a changé, et qui fait qu'on est plus ou moins impliqué là maintenant. Peut-être, là, je sens qu'ils ont tous envie plus ou moins de se tailler, à moins que vous ayez encore des questions, là, réactions. Non, donc c'est à toi. Et puis tu me donnes 2 minutes à la fin sur de prochaines étapes sur lesquelles j'aimerais bien éventuellement votre avis et surtout votre idée de suivi. Merci. Une question peut-être. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que Paul, juste avant, parlait de la perception. La perception, elle est extrêmement importante. Et là, elle est documentée scientifiquement, c'est-à-dire que ce n'est pas une discussion de comptoir. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre présentation, là, je crois qu'il y a tous les étudiants, il y a des preuves scientifiques, il faut rester toujours sur ça, parce que sinon, là c'est Pierre, c'est Paul qui annonce certaines données ou une perception individuelle qui au final ne correspondrait pas à l'état actuel des connaissances. Et ça, je pense que c'est important. Deuxième point, moi j'ai le sentiment et j'ai l'impression que c'est multifactoriel, et que certaines personnalités vont pouvoir, donc existent, et qu'elles pourront s'exprimer dans certaines organisations, et ce sera peut-être moins vrai dans d'autres systèmes, et qu'il y a aussi une question de culture, parce qu'entre la culture managériale nippone, la culture managériale scandinave, la culture anglo-saxonne ou européenne, on n'a pas non plus les mêmes critères de valorisation du manager. Et ça doit aussi, à mon avis, interférer avec la possibilité ou non qu'un manager, sur la personnalité qu'il a, de pouvoir exercer son management toxique. Et moi, je voudrais juste vous poser en fait une question, c'est quel est le pourcentage, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de leadership toxique
Est-ce qu'il y a des données sur ça en fonction des organisations? Parce que vous avez parlé du stress et du soutien, qu'il n'y avait que 15% des managers qui étaient perçus comme soutenants, mais ça va plus loin que ça, là, parce que là, c'est du leadership toxique. Et la dernière question vraiment sur ça, c'est quelles sont les clés et quel est le pouvoir d'agir d'un employé qui subirait un leadership toxique? Il fait quoi avec ça? Déjà, je pense que si on lui explique, s'il peut l'analyser, en tout cas s'il peut conscientiser quelque part, ça lui donne des éléments de connaissance, mais après, il en fait quoi? Et Célier, qui était notre père à tous sur la gestion du stress, disait que le stress, c'est quoi? C'est le syndrome général d'adaptation. Il y a deux réponses, hein, dont une qui peut être intéressante de mon point de vue, c'est soit il y a la fight réponse, c'est le combat, soit c'est la flight réponse, c'est fuir. Et je pense qu'avec certains leaderships, on ne va pas avoir, de mon point de vue, dans des contextes de conflit personnel, la seule solution c'est de fuir ou de limiter tout contact avec ce genre de personnes. Donc sur le pourcentage et sur le pourcentage et sur le pouvoir d'agir d'un employé ou d'une personne, parce qu'au final on a surtout parlé du top-down, mais il y aurait aussi le down-top à discuter, parce qu'il n'y a pas que des managers toxiques, il peut y avoir certains employés, certains collaborateurs toxiques. Les données de recherche disent que ça peut aller jusqu'à 37% dans les organisations d'avoir du leadership toxique. 37%. Oui, ok, 37%. Bon, dans la recherche qu'on a faite, nous, le secteur hospitalier, on est à 21% de leaders toxiques. Donc, c'est quand même pas mal. Mais 37%, c'est énorme. L'autre point, oui, il y a des individus qui sont toxiques. Les organisations, c'est des représentations sociales. Donc, on a toutes sortes d'individus dans une organisation. Il y en a qui vont aussi être toxiques, mais ils vont être toxiques face à leurs collègues. Une chose qu'on a des lois contre le harcèlement, ça peut aider. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait aussi quand on a un leader toxique? Là, si on est syndiqué, on va se prendre un syndicat dans un premier temps, mais ça prend des preuves, il faut apporter des preuves. Alors, il faut que ce soit un comportement continu. Donc, il faut être très, je dirais, opérationnel dans la façon de présenter. Une chose qu'il faut penser à un moment donné, si un leader toxique est accepté dans l'organisation, bien souvent, son ou sa supérieure à lui le sait. Et ça fait son affaire. D'avoir quelqu'un qui gère durement et puis d'autant plus qu'il va dire que bon, ces gens-là, ils ne m'aiment pas parce que je leur demande du travail. Donc, c'est du droit de gérance que je fais. C'est pas ça. Mais souvent, ils vont avoir un supérieur en haut qui va être d'accord pour accepter les gens de même. Le leadership laissez-faire qu'on a vu tantôt, c'est des gens qui vont s'y faire pas, puis les autres sont calmes. Mais ça crée de l'insécurité. C'est l'insécurité qui devient mauvaise pour eux. Et souvent, ils ont un supérieur qui est d'accord là-dessus. Il ne pose pas de problème, cet individu-là. Il fait rien, c'est correct. C'est moi qui gère en passant à travers cette personne-là. Donc, il y a des jeux de police, il y a des coalitions qui se font, en tout cas. Pour ceux qui sont intéressés là-dedans, vous pouvez lire le livre de Bollinger et Hofstede de l'Université de Maastricht, qui parle des différences culturelles dans le management et qui parle des cultures masculines, des cultures féminines, etc. Et les comportements qui sont en dessous, qui vont être acceptables. On sait, ben nous, on est à cause de proche de l'Amérique du Sud, on sait que les gestionnaires d'Amérique du Sud sont plus durs, plus directs face à la façon d'exprimer, sans nécessairement être méchants, parce que les leaders toxiques sont méchants face à leurs employés. Donc, on peut avoir des façons de faire qui sont plus difficiles, plus dures, et sans être méchant face à la personne qui reçoit ça. C'est comme quand on parle de harcèlement psychologique, il y a une différence entre dire à quelqu'un que tu pourrais faire mieux, c'est pas bien fait, et de lui dire faut-tu être assez nouille pour écrire un rapport comme ça? Ça, c'est méchant. On attaque l'ego de la personne. Alors, il y a des façons de faire qui deviennent méchantes de cette façon-là.
Merci Luc et merci à vous tous. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien qu'on continue à se revoir aussi, parce que les pressions sur le management, qui soit de proximité générale, peut-être moins encore que l'autre, sont en train de s'intensifier avec, vous savez, tout le débat sur l'utilisation ou pas de l'intelligence artificielle. Est-ce que je préfère être dirigé par une IA, voire quand on est impatient dans un... Je dois dire que moi, ça aurait été mon cas, je suis désolé, mais quand vous êtes impatient de temps en temps d'un médecin tout PUPH qui soit, et qui vous annonce une chose, enfin bref, que vous allez claquer, et qui ne sait pas vraiment le dire très correctement, et que surtout, heureusement, ça s'avère faux, c'est vrai que de temps en temps, on aimerait bien que ce soit peut-être plutôt une IA plus nuancée, qui vous dise les choses de façon plus gentille. Voilà. Donc ça, c'était pour dire, et vous demander de remercier et d'applaudir, parce que lui, il n'est pas artificiel, il est plus que notre ami, notre merci à Julie Marly, c'était la personne merci à vous, et puis moi, je voulais vous suggérer des prochaines étapes ou d'autres idées, notamment pour vous deux et vous tous les deux. Alors, une chose qui est tout à fait importante, qu'a dit Paul, qui ne va pas se tailler tout de suite, parce que c'est lui que j'interpelle, pas de bol. Donc là-dessus, c'est la question de la perception. Et on est sur toutes nos questions, je veux dire que ce soit management, encore plus prévention, santé, sécurité, c'est qu'on est toujours en train d'étudier des sondages. C'est-à-dire qu'en gros, on demande des perceptions, on demande aux gens des attitudes, des déclarations de comportement. Or maintenant, on a quand même un fantastique outil que sont les data, que sont les vraies data, les big data en santé de travail. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une omerta pas possible, pas trop sur les données de santé, mais en tout cas sur les données de santé de travail, de façon tout à fait importante pour des raisons qui sont à la fois idéologiques et politiques globalement surtout. La peur de la traçabilité des expositions fait qu'on n'a pas ça, mais là on commence à les avoir, donc on est en train de nous beaucoup bouger là-dessus. Si cette question vous intéresse, on l'a amené il y a juste 15 jours notre 14e UX Forum là-dessus, avec beaucoup d'ailleurs. Moi ce qui m'étonne, je ne sais pas si entre vous, il est pas là Frédéric, c'est dommage, mais les services de santé au travail, les services interentreprises. Et il se trouve, alors je vais vous dire à mon grand étonnement naïf, que les services interentreprises de santé au travail sont parfois beaucoup plus, enfin même souvent, beaucoup plus en avance que les services de santé au travail de grandes entreprises sur ces questions-là. Donc voilà, question des data, si ça vous intéresse, on en reparle. Autre chose dont j'aimerais bien aussi vous parler, alors là pour certains, vous connaissez notre tropisme forcené sur les exosquelettes, et donc sur tout ce qui est dispositif d'assistance physique, compte tenu des évolutions du vieillissement et autres, et des difficultés à trouver du personnel. Donc on a tenu en juin, notre deuxième Frédéric était là, et celui d'ici aussi, merci à toi, et d'ailleurs d'avoir été là sur ce côté-là, sur le CARE, parce qu'on voit, on est très en retard en France, mais ça bouge du côté de l'utilisation des exosquelettes dans le domaine médical, hospitalier et médico-social. Et là, ce que je voulais vous montrer là, c'était les deux Frédéric, celui-là que vous connaissez, et l'autre, le médecin coordonnateur de Frédéric Edouin, avec tout ce qui est fait. Si vous avez un peu de temps, allez l'interviewer, tu fais peut-être intervenir, Frédéric, il est tout à fait passionnant, spécialiste aussi de biomécanique avant d'être médecin. Alors John Kraft, il était, quand il était étudiant, spécialiste marionnettiste, et donc de tout ce qui était sur les articulations, et des articulations tout à fait passionnant. Et puis l'autre, alors ça c'est l'avenir. Excusez-moi, mais l'avenir, je voudrais bien qu'on travaille avec toi ou avec d'autres, on travaille à Grenoble qui est aussi sur Iran, ce qui est développé par des ingénieurs, donc ce sont 2X qui ont monté ça il y a 4 ans, qui sont les premiers robots humanoïdes. Et donc vous avez dû voir, c'est là-haut, là, donc c'est Wallercraft, il y a 2 sociétés en France, et vous avez dû voir l'an dernier le type qui est au milieu et qui est un paraplégique, porteur de flamme, il a porté la flamme avec, et donc ils aident à la verticalisation, qui est un truc fantastique.
de ce côté-là, avec, sans leur faire de la pub, ils sont vraiment géniaux. De démarrage, c'était beaucoup utilisé dans des, uniquement des établissements, j'allais dire médicaux, hein, sur ce qui était une forme de les paraplégiques, les atteintes médulaires, un certain nombre de choses de ce type-là. Et maintenant, ils sont en train de développer. Alors, heureusement, pardon de dire une chose pareille, mais heureusement qu'il y a les Américains, parce que les sociétés d'assurance américaines financent, ce qu'on n'a encore jamais fait en France, financent des exosquelettes personnels, c'est-à-dire non seulement ils ont ça, il faut être dans un cadre hospitalier, mais en plus vous pouvez l'avoir chez vous et vous avez un reportage avec un type, alors je veux dire, qui se promène dans Paris avec son propre exosquelette et maintenant ils sont sur l'autre truc. Je ne sais pas si vous le voyez là tout à fait bien, et qui sont les robots humanoïdes. Et c'est-à-dire, en gros, il y a 3 sociétés dans le monde qui font ça. Il y en a une française, donc Wondercraft, il y en a un autre aux États-Unis, et il y en a un en Corée, sans doute en Chine, mais en Chine, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et donc, ils sont à la fois sur les exosquelettes personnels, mais surtout sur les exosquelettes professionnels. Avant, c'était que de la cobotique compliquée, pas de mouvement de torsion possible et autres. Et donc là, il s'appelle Calvin, celui-là. Le Calvin, il vient de sortir, puisqu'il a été conçu en mai. Sorti, il vous avait aidé par Renault, ils avaient 3 mois, ils l'ont fait en même pas 30 jours. Et le truc, voilà. Et donc ça, c'est le truc d'après, c'est-à-dire vraiment pour soulager complètement l'environnement et l'environnement de travail. Donc si un jour vous avez envie de travailler là-dessus, je te les amène, ils sont tout le temps à New York et ailleurs, ils sont absolument géniaux, ces 3 garçons qui sont là, comme toujours sur des aventures personnelles. Je pense que si on vous interviewait et que vous êtes tombé dans la santé, on vous demanderait pourquoi, c'est souvent pour les questions perso, moi aussi d'ailleurs, mais eux, de façon très pragmatique, les 2 fondateurs on les montre comme ça, ils ont je peux technicien super, mais les 2 avaient l'un un frère, l'autre un fils, avec l'un paraplégique, l'autre atteinte médulaire, ils ont monté ça pour ça. Et c'est une société, vous avez dû la voir citée un peu partout, qui est complètement en ascension. Ils ont fait des levées de fonds tout à fait importantes et ils ont vraiment des gens très bien. Voilà, donc ça c'est l'un des développements qu'éventuellement on aimerait discuter avec vous, parce que je pense qu'on a besoin d'avoir, pardon, parce que nous on est plutôt comme vous du mou, excusez-moi de te traiter de mou, mais enfin je veux dire, on n'est pas des ingénieurs polytechniciens ni centraliens, et donc plutôt sur les disciplines d'intégration, de prévention et autres, et donc on sera content de faire ça avec vous. Voilà. Et merci à vous tous de nous avoir accueillis. Il y a un point de l'autre côté, c'est ça? Ouais.